Bonjour à tous, et oui, je vais parler obligations dans cette émission, tout simplement parce que j'ai reçu ça fait quelques semaines, mois, mais on va dire semaines, que je reçois des demandes sur les obligations. Est-ce que c'est le bon moment d'acheter des obligations? Est-ce qu'il faut avoir des obligations en portefeuille forcément, etc. Et à la fois, ça me surprend parce que beaucoup de particuliers à long terme n'investissent pas du tout dans les obligations. Et puis, la plupart qui regardez cette chaîne, vous êtes passionnés par les marchés financiers, mais surtout par les entreprises et la bourse. Et puis, à la fois, ça me surprend pas parce qu'effectivement, quand on a vécu dans un monde où les obligations avaient un rendement proche de 0%, voire même en dessous dans certains cas, et qu'on se retrouve avec des taux de rendement de 4, 5, 6%, c'est logique de se demander, est-ce qu'on doit réintégrer les obligations dans un portefeuille? Est-ce que c'est le bon moment? La réponse très personnelle que j'ai, c'est que moi j'investis à très long terme. Donc, à très long terme, ce sont les actions qui ont le meilleur rendement, et un peu en dessous l'immobilier. Les obligations sont loin derrière, et le principal attrait des obligations, c'est d'avoir une volatilité qui est plus faible. Voilà, donc moi je ne fais pas partie des gens qui ont besoin d'avoir une volatilité plus faible parce que mon horizon d'investissement est très long, donc j'ai le temps, si vous voulez, de trouver un bon moment pour sortir. Quelqu'un qui a évidemment un horizon de placement à quelques années, à 1, 2, 3 ans, effectivement ne peut pas vraiment risquer une trop grosse partie de son patrimoine en bourse et donc va devoir aller vers des actifs moins risqués, donc typiquement les obligations d'État. Alors peut-être pour prendre un peu de recul et que vous compreniez un petit peu certaines notions dans cette émission, on peut se poser la question d'où vient le rendement des obligations. Et en fait, le rendement des obligations, il vient de plusieurs choses. Déjà, on vit dans un monde inflationniste, qui est souvent inflationniste, on va dire. Donc si vous prêtez de l'argent pendant 1, 5 ou 10 ans, vous voulez au minimum ne pas perdre de pouvoir d'achat. C'est vraiment le minimum, on va dire. Donc là, il y a forcément la notion d'inflation. Ensuite, vous acceptez aussi de bloquer de l'argent, de le prêter. Donc même si vous prêtez à quelqu'un dont vous êtes sûr à 100% qu'il va vous le rendre, même dans un monde sans inflation, vous avez un coût d'opportunité, vous pourriez faire autre chose de cet argent, donc c'est normal d'être rémunéré pour avoir bloqué cet argent. Donc là, on a déjà deux notions. Il faut au moins être rémunéré au niveau de l'inflation, et ensuite il faut un rendement supplémentaire puisque vous acceptez de bloquer l'argent. Ces deux composantes, inflation et le fait de bloquer l'argent, c'est compris dans ce qu'on appelle globalement le taux sans risque. Donc quand vous prêtez à quelqu'un dont vous êtes quasi sûr qu'il va vous le rendre, dans le monde dans lequel on vit, on considère que les obligations sans risque sont les obligations d'État des pays développés, on va dire principalement pays de la zone euro, États-Unis, Japon, etc. Mais bon, il y a un nombre restreint de pays comme ça qu'on considère n'ayant un risque de défaut, ayant un risque de défaut tellement faible qu'on considère que c'est quasi sans risque. Donc eux vont avoir un taux de rendement qui va principalement représenter les deux notions dont j'ai parlé. Après, si vous décidez de prendre un petit peu plus de risque et typiquement de prêter à des entreprises, alors là va se rajouter un nouveau risque qui est le risque de défaut, le risque de crédit, qu'on appelle souvent en termes de taux le spread, c'est-à-dire la différence, en fait le taux de l'obligation d'entreprise et puis le taux sans risque. Autre notion importante, sur les taux d'intérêt, on raisonne souvent en termes de taux nominal et taux réel. Les taux nominaux, ce sont les taux qui sont affichés, donc qui comprennent l'inflation, mais régulièrement, on enlève l'inflation pour parler de taux réel. Donc quand on parle de taux réel, il n'y a plus que deux notions. En fait, il y a vraiment cette notion de taux sans risque plus le spread de crédit. Alors que le taux d'intérêt nominal sera l'anticipation de l'inflation, plus le taux sans risque, plus le risque de défaut, donc plus ce fameux spread de crédit. Autre point important que vous savez, mais que je vous rappelle, plus les obligations ont des durées longues, plus le taux sera élevé parce que à long terme, le risque, donc l'incertitude sera plus grande, on a une plus grande incertitude aussi sur l'inflation, sur le risque de défaut, etc. Et puis le coût d'opportunité est plus grand, donc c'est très logique que les taux long terme soient plus élevés que les taux court terme. C'est pas toujours le cas, certaines fois on voit ce qu'on appelle une inversion de la courbe des taux, mais c'est pas du tout le sujet de cette émission. Donc voilà, juste pour avoir en tête que dans votre choix éventuel d'obligations pour investir, vous allez aussi avoir un choix de durée à faire. Bien maintenant, si on regarde le panorama des différents rendements à l'heure de cette vidéo, en tout cas, donc début décembre 2023, on trouve un peu de tout, en fait. Donc les obligations qui vont rapporter le moins, ce sont les emprunts d'État des marchés développés, j'en ai déjà parlé, c'est ce qu'on considère comme étant globalement les titres sans risque. Au Japon, alors là c'est le minimum, on est encore en dessous de 1% de rendement. En Allemagne, on est à peine au-dessus des 2%. Et puis aux États-Unis ou dans des pays européens un peu moins sûrs que l'Allemagne, on va être un peu au-dessus des 4%.
Alors pourquoi de telles différences? Pourquoi on a 1% au Japon, 2% en Allemagne, 4% aux États-Unis? Ça dépend déjà de la politique de la Banque centrale, ça dépend de la solidité financière du pays, ça dépend de la solidité de la devise aussi, et puis ça dépend de l'inflation. Par exemple, on a eu plusieurs années de déflation au Japon, ils ont une inflation qui est plus faible qu'ailleurs, ce qui explique aussi les taux bas. Donc si vous êtes intéressé par ce type de titre, donc les obligations d'État des marchés développés, ce qu'il faut bien comprendre, là oui, il faut vraiment avoir conscience que vous prenez un risque malgré tout, et ce risque, c'est le risque de taux. Vous avez un risque de hausse des taux. Ce n'est pas parce que vous investissez dans des États en fait qui ont un risque de défaut qui est quasi nul que vous n'avez pas de risque de hausse des taux. En fait, le risque de hausse des taux sera plus violent puisque c'est votre principal rendement. Le risque n'est pas présent ou n'est quasi pas présent. Donc voilà. Obligation d'État, vous avez un risque de hausse des taux. Si maintenant vous cherchez un peu plus de rendement, parce qu'on a parlé de rendement entre 1 et 4%, vous pouvez toujours vous tourner vers les obligations d'entreprise de bonne qualité. Dans le monde financier, des entreprises de bonne qualité en termes de risque de crédit, on appelle ça investment grade. Vous allez voir souvent les initiales IG. Et en zone euro, sur ces entreprises investment grade, vous serez environ à 4% de rendement. Aux États-Unis, vous serez entre 5 et 6% de rendement. Et ici, vous le voyez, on commence à avoir un spread de crédit, c'est-à-dire que vous allez recevoir un peu plus de 1% de rendement supplémentaire pour récompenser votre prise de risque. Donc, quand je dis rendement supplémentaire, c'est par rapport au rendement des actifs sans risque. Donc, vous avez toujours le risque de taux, dont j'ai déjà parlé pour les emprunts d'État. Donc, vous avez toujours un risque si les taux augmentent, mais vous avez en plus un risque de défaut, un risque de faillite des entreprises qui reste faible parce qu'on parle ici, investment grade, des entreprises qui ont les meilleures notations, donc qui ont le moins de risque de défaut. Ensuite, si on reste toujours dans les pays développés et qu'on cherche un peu plus de rendement, le niveau d'après, ça va être les obligations à haut rendement, donc elles portent bien leur nom en termes financiers. On va souvent parler de high yield, donc si vous cherchez des ETF, j'en parlerai un peu à la fin de cette émission. Voilà, entreprises donc qui ont un risque de défaut un peu supérieur. Cette fois-ci, vous allez avoir un spread qui tourne autour de 4%. Donc vous allez être rémunéré à hauteur de 4% au-dessus du taux sans risque. Donc vous allez trouver un rendement d'environ 7% en Europe et 8% aux États-Unis. Alors effectivement, ça commence à être des taux de rendement intéressants, mais il ne faut pas oublier que vous avez le risque de taux plus un risque qui est cette fois-ci non négligeable de crédit. Et vous le savez, en finance, on n'a rien sans rien, on a toujours cette notion de couple rendement-risque, et là c'est vraiment très important de bien comprendre pourquoi on passe de taux à 2, 3, 4% à des taux à 7, 8%, c'est bien sûr le risque de défaut. Ensuite, si vous voulez sortir un peu de l'Europe et des États-Unis et du Japon, vous pouvez aller faire un tour du côté des obligations des pays émergents. Alors vous allez toujours retrouver le même principe, c'est-à-dire des obligations d'État, des obligations d'entreprise investment grade, et puis des obligations d'entreprise high yield. Il y a deux différences majeures dès qu'on commence à parler pays émergents. La première, c'est que beaucoup de pays émergents sont moins solides, donc leur dette n'est pas considérée sans risque. On a même des dettes d'État qui sont considérées high yield, donc avec un risque de défaut qui commence à être important. Et puis surtout, vous avez un risque d'inflation et un risque de change. En fait, les deux sont souvent liés, c'est-à-dire que s'il y a un État qui a énormément d'inflation, comme la Turquie, ça veut dire que forcément sa monnaie se déprécie. Donc, quand on parle inflation, risque de change, c'est souvent très très lié dans les pays émergents. Bien sûr, la question ensuite qu'on peut se poser, c'est quand investir dans les obligations. Bah oui, je l'ai mis dans le titre, donc il faut que j'assume. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux écoles. Il y a l'école des prévisionnistes, et puis il y a les autres. Donc les prévisionnistes, ils vont acheter des obligations quand ils prévoient que l'inflation va baisser, ils prévoient que les banques centrales vont baisser leurs taux. Alors bien sûr, les deux sont liés, les banques centrales vont baisser leurs taux ou baissent leurs taux quand elles pensent que l'inflation est maîtrisée et quand qu'elles ont suffisamment combattu l'inflation pour rebaisser. Et puis les prévisionnistes, ils veulent aussi, avant d'acheter des obligations, ils prévoient qu'il n'y a pas de risque de crédit à venir. Donc en gros, on va pas avoir de récession, on va pas avoir de crise financière, on va pas avoir de choses dans ce genre-là. Donc ils prévoient que le spread de crédit va soit se maintenir, soit rétrécir. Et pourquoi est-ce qu'il y a ces prévisions sur les taux et puis sur le spread de crédit? Parce que si vous achetez une obligation quand les taux sont à 1% et que le spread de crédit est à 2%, donc vous avez un rendement global de 3%, et que les taux se mettent, soit le taux sans risque, soit le spread commence à augmenter, alors votre obligation va fortement baisser pour que ces 3% de rendement s'ajustent au nouveau rendement. Donc si les nouvelles obligations, par exemple, ont un taux de rendement de 6% et que vous avez acheté une ancienne à 3%, les nouvelles à 6% vont rapporter 2 fois plus. Donc en théorie, vos obligations pourraient presque être divisées par 2. Pourquoi? Parce que si elles passent de 100 à 50,
l'ancien taux de rendement de 3% va passer à 6% et donc va être équivalent aux nouvelles. Donc voilà, dans le monde des prévisionnistes, enfin si vous êtes investisseur prévisionniste, que je ne suis pas du tout, j'y reviendrai bien sûr tout à l'heure, alors vous allez essayer de trouver soit des taux et des spreads stables, soit ou des taux et des spreads qui diminuent, mais en tout cas vous allez éviter d'investir dans un futur qui prévoit hausse du taux sans risque ou bien hausse du spread de crédit. Et si je devais être un peu taquin avec les prévisionnistes, je dirais que si vous êtes assez bon pour prévoir le futur, pour prévoir l'inflation, ce que vont faire les banques centrales, etc., pourquoi est-ce que vous vous embêtez avec un actif aussi peu volatile que les obligations? Prévoyez plutôt le futur sur des actifs qui peuvent prendre 100% par an. Et vous en doutez, je fais pas partie de la team prévision. J'ai une règle simple sur les obligations. Je n'investirai jamais, et encore attention, je n'ai pas d'obligation, je suis à très long terme, c'est pas quelque chose qui m'intéresserait, mais si je devais placer de l'argent, si j'avais une partie cash qui reste en cash parce que je trouvais avant que les rendements n'étaient pas bons et que j'aimerais l'investir, ma règle de base c'est je n'investirai jamais à un taux réel négatif ou trop faible. Donc je vous rappelle, le taux réel c'est le taux qui est marqué, par exemple une obligation à 3% dans un monde où l'inflation est de 4%, a un taux de rendement qui est négatif de, en gros, c'est pas si simple que ça, mais en gros de 1%. Donc ça c'est pour les emprunts d'État. Jamais investir à un taux réel négatif ou trop faible, évidemment, j'attendrai d'avoir un taux réel qui est correct. Et ensuite, pour les obligations d'entreprise, je voudrais une rémunération aussi correcte, ce fameux spread, au-dessus du taux sans risque. Jusqu'à récemment, le rendement réel était toujours négatif sur les emprunts d'État en tout cas, mais grâce au dégonflement de l'inflation, on arrive aujourd'hui, à nouveau sur les emprunts d'État, sur les emprunts sans risque, à avoir un rendement réel, donc là on est sur les emprunts d'État mondiaux, qui va presque toucher les 2%. Voilà, donc aujourd'hui, obligations d'État, on peut toucher à peu près 2% au-dessus de l'inflation. C'est correct. Quand je dis c'est correct, c'est pas non plus monstrueux, mais on n'avait pas vu ça depuis presque 15 ans, donc je suis obligé de dire que ça reste un rendement correct. Donc on peut effectivement se poser la question d'investir en obligations d'État selon mes critères, plutôt que d'avoir du cash si vous avez un horizon d'investissement qui est plutôt court. Mais je le répète, déjà vous avez un risque de taux, donc si l'inflation revient et si les banques centrales remontent leur taux, ça va pas bien se passer. Et de mon côté, en tant qu'investisseur long terme, je suis capable de supporter plus de volatilité, donc je suis investi en actions. Maintenant, pour l'investissement dans des obligations d'entreprise, il faut aussi regarder, vous l'avez bien compris, le spread de crédit. Aujourd'hui, on vit dans un monde avec des taux de défaut bas, donc les entreprises font très peu faillite, on va dire, et dans un monde aussi de spread bas. Ce qui est cohérent, ça veut dire que le risque de faillite est faible à l'heure actuelle, et il est donc faiblement rémunéré. Mais on voit aussi que le taux de défaut commence à être en hausse, ce qui de mon côté m'inciterait à rester prudent. Bien sûr, si vous êtes intéressé par les obligations, la question qui revient souvent, c'est comment en tant que particulier on peut investir dans des obligations. Alors, vous le faites indirectement si vous avez une assurance vie, que vous êtes investi dans des fonds en euros par exemple, mais le moyen le plus simple aujourd'hui, qui n'existait pas avant, donc ça c'est à nouveau une super avancée pour les investisseurs particuliers, ce sont les ETF. Il y a de plus en plus d'ETF obligataires. Et si vous êtes intéressé par l'investissement en ETF obligataire, il va falloir faire principalement 3 choix. Déjà, vous allez devoir choisir la zone géographique. Est-ce que vous allez chercher plutôt des obligations américaines, européennes, pays émergents, etc. Ensuite, évidemment, le type d'émetteur d'obligations. Est-ce que ça va être plutôt des États, plutôt des entreprises, investment grade, maintenant vous avez compris, ou bien des entreprises high yield. Et puis enfin, la duration, en gros la durée restant à rembourser. C'est ça qui va vraiment faire le mix risque de taux et puis risque de crédit que vous allez prendre. Je le répète, plus la durée est longue, je le répète, je l'ai dit dans d'autres émissions, peut-être pas celle-ci, plus la durée est longue, plus le risque de taux va être important. Donc si vous avez peur que la BCE ou bien la Fed réaugmente leur taux, plus vous allez prendre des ETF court, par exemple dans des obligations 1 à 3 ans, moins vous allez être impacté par ce risque de taux. Si vous investissez dans des obligations 10, 20 ou 30 ans, le risque de taux va commencer à être très très important, donc la moindre réaugmentation par les banques centrales va fortement impacter. Après, sur le risque de crédit, ça vous avez compris, on a en gros trois groupes. On a les États pays développés avec un risque de crédit quasi nul, entreprises investment grade
petit risque de crédit, et puis high yield, pays émergent, là où souvent avec un risque qui est plus élevé. Donc je vous l'ai dit, je répète, donc vous devez choisir la zone j'ai décidément la zone géographique. Ensuite vous devez choisir le type d'émetteur, État ou entreprise, et enfin la durée. Voilà. Une fois que vous avez choisi en gros dans tous les ETF obligataires, vous allez voir que vous avez ces 3 choix à faire. Ensuite les choix qui vous restent à faire, c'est des choix assez classiques sur des ETF, c'est-à-dire qu'il va falloir choisir la devise, il va falloir choisir si les revenus sont capitalisés ou bien s'ils sont distribués, il va falloir choisir oui la devise, je sais pas si je l'ai dit encore, mais la devise, la place de cotation, etc. Donc finalement bon, voilà des choses assez classiques. Donc vous allez vous retrouver par exemple avec bons du trésor américain 1 à 3 ans, emprunt d'État européen 3 à 5 ans, obligations d'entreprise européenne 1 à 5 ans, etc. Donc vous voyez, quand vous lisez ça maintenant, vous voyez un petit peu ces 3 points, zone géographique, type d'émetteur, et puis durée, et puis ça vous permet en termes de risque déjà un petit peu de vous placer. Voilà, merci encore de m'avoir suivi dans cette émission. Je sais pas si les obligations c'est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez me mettre ça en commentaire. N'hésitez pas, toujours les likes, c'est bien pour le référencement. Bah oui, c'est un peu la guerre sur YouTube ou sur les podcasts pour avoir des vues, des écoutes, et moi plus j'ai de vues, plus j'ai d'écoutes, plus je suis motivé pour vous faire des émissions sympas. Donc voilà, n'hésitez pas. Je suis toujours preneur d'idées de vidéos ou de questions, vous pouvez me mettre ça aussi en commentaire. Merci encore pour votre fidélité et puis à bientôt pour d'autres émissions.